Bonsoir les amis. Dans cette vidéo, on va parler de la conduite à tenir devant un pneumothorax. Donc, en définition, le pneumothorax, c'est la présence d'air dans l'espace pleural qui est normalement virtuel, avec en conséquence un collapsus partiel ou total de poumon. Il existe trois entités. On a le pneumothorax spontané, le pneumothorax post-traumatique et le pneumothorax iatrogène. Pour le pneumothorax spontané, on a le pneumothorax spontané idiopathique qui se produit sur un poumon sain. Généralement, c'est un sujet jeune, longiligne, tabagique, et généralement, cette entité est bénigne. Le pneumothorax spontané secondaire qui se produit sur un poumon pathologique, c'est-à-dire on a la présence d'une pathologie pulmonaire préexistante, et généralement elle est plus grave que le pneumothorax spontané idiopathique. Le diagnostic de pneumothorax il est clinique, confirmé par la radiologie, et le traitement dépend de l'abondance et de retentissement de pneumothorax. Donc comme on a dit, le diagnostic positif il est tout d'abord clinique, et pour la clinique, on commence tout premièrement par l'interrogatoire. Dans l'interrogatoire, il faut identifier le terrain, l'âge, antécédents médicaux, chirurgicaux, tabagisme, et faut préciser l'heure et les circonstances de survenue pour guider le diagnostic, notamment est-ce qu'il est traumatique ou non. Aussi, il faut noter les signes fonctionnels rapportés par le patient: une douleur thoracique intense en coup de poignard, augmentée par la toux et les mouvements, une dyspnée d'intensité variable, ça dépend de l'abondance de pneumothorax, et un tout quintose sèche, irritative qui augmente plus la douleur thoracique. Parfois, le pneumothorax peut se présenter par un tableau discret. Dans l'examen clinique, on commence par l'examen général. Dans l'examen général, on trouve un patient pâle, couvert de sueur, polypnéique, tachycarde, plus ou moins cyanosé. Et dans l'examen pleuropulmonaire, on retrouve un syndrome d'épanchement gazeux. Donc à l'inspection, on trouve une diminution de l'ampliation thoracique de côté atteint. À la palpation, et en demandant au patient de dire 33 en français et 44 en déjà, une abolition des vibrations vocales. À la percussion, on trouve une hypersonorité, ce qu'on appelle le tympanisme, et à l'auscultation, on a une abolition des murmures vésiculaires. Donc pour la paraclinique, le premier examen à demander, c'est la radiographie standard en inspiration. Cette radiographie standard en inspiration, donc elle va révéler une clarté périphérique avasculaire limitée par un liseré délimitant le moignon pulmonaire. Donc par cela, il va faire le diagnostic positif. Aussi, cette radiographie, il peut nous aider de faire un diagnostic étiologique et aussi le bilan des lésions associées. Et aussi, il va guider la thérapeutique en fonction de l'abondance de ce pneumothorax. Et là, pour la pratique, il convient de retenir qu'un pneumothorax, un pneumothorax nécessite une évacuation lorsqu'on a un découlement supérieur ou égal à 2 cm sur toute la ligne axillaire. Donc le scanner TDM n'est pas systématique, il est demandé lorsqu'on a un doute diagnostique ou bien une pathologie sous-jacente. Donc l'échographie pleurale ou les deux patients, donc surtout les patients qui sont intubés dans les services de réanimation, et à l'échographie on cherche tout premièrement ce qu'on appelle le glissement pleural. Ici donc vous pouvez donc passer ces flèches, c'est les côtes, là c'est l'ombre des côtes, l'espace intercostal, et cette ligne hyperéchogène c'est la ligne pleurale. Les va et les vient de cette ligne définit le glissement
le glissement pleural. Donc ce glissement, lorsqu'il est présent, il élimine avec 100% de sensibilité la présence de pneumothorax. Mais lorsqu'il est absent, donc il le permet de suspecter le pneumothorax avec 60% de sensibilité. Donc la présence de glissement pleural élimine définitivement la présence de pneumothorax. Aussi, on a les lignes B. Les lignes B sont des signes pathognomoniques de syndrome interstitiel. Aussi, leur présence élimine à 100% la présence de pneumothorax. Ce sont des lignes hyperéchogènes qui naissent de la ligne pleurale. Mais donc faut pas casser la tête avec tout ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le diagnostic paraclinique de pneumothorax, il est fait par la radiographie standard qui va montrer une clarté périphérique avasculaire limitée par un liserie délimitant le moignon pulmonaire. En concernant le diagnostic de gravité, les signes cliniques qui orientent vers la gravité de pneumothorax, c'est une dyspnée ou bien une polypnée supérieure à 25 cycles par minute, cyanose, la présence d'une tachycardie supérieure à 120 battements par minute, des signes d'insuffisance cardiaque droite, une hypotension artérielle qui doit faire évoquer un pneumothorax compressif, un emphysème sous-cutané, agitation ou troubles neurologiques. Radiologiquement, on parle d'un pneumothorax grave lorsqu'on a un pneumothorax compressif, lorsqu'on a aussi un pneumothorax bilatéral comme vous pouvez voir dans cette image radiologique, ou bien sur un poumon unique, sur un poumon pathologique, lorsqu'on a aussi des niveaux hydroaériques. Donc là, vous suspectez un hémopneumothorax, et aussi lorsqu'on a des brides à la radio, aussi c'est un signe radiologique de gravité. Donc concernant le diagnostic étiologique, comme on a dit dans l'introduction, donc les étiologies de pneumothorax sont nombreuses. Donc on a 3 entités: le pneumothorax spontané primitive, spontané secondaire, post-traumatique et iatrogène. Donc pour le spontané secondaire, il est secondaire à une pathologie pulmonaire préexistante, notamment bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, l'asthme, mucoviscidose, tuberculose, cancer bronchopulmonaire, ou bien l'endométriose qui doit être évoquée lorsqu'on a des pneumothorax à répétition chez une femme lors des débuts des cycles. En concernant la conduite à tenir thérapeutique, il diffère en fonction de l'abondance et de retentissement et la tolérance de ce pneumothorax. Lorsqu'on a un pneumothorax bénin, idiopathique, récent, de petite taille et bien toléré, la conduite à tenir est de faire une hospitalisation avec un repos strict au lait, donner des antalgiques, pas d'aspirine, des antitussifs si besoin, parce qu'on a dit déjà que parmi les signes cliniques, c'est l'atout, et aussi l'atout augmente la douleur. Faire une surveillance clinique et radiologique et l'exsufflation ou bien le drainage sont indiqués lorsqu'on a une aggravation des signes radiologiques ou bien un non-retour à la paroi après 5 jours d'hospitalisation. Et pour prévenir la récidive, il faut conseiller le patient d'arrêter le tabac. Lorsqu'on a un pneumothorax de moyenne ou de grande abondance, la conduite à tenir thérapeutique, il comprend une hospitalisation, la mise en condition, position assise, monitorage, voie veineuse périphérique et les mesures de réanimation si on a un patient instable, notamment la libération des voies aériennes, l'oxygénothérapie, le remplissage vasculaire. Et concernant l'évacuation de pneumothorax, on va commencer tout premièrement par une exsufflation à l'aiguille ou à travers un pleurocathéter. Le voie le plus utilisé, c'est le deuxième espace intercostal antérieur sur la ligne médioclaviculaire. Comme vous pouvez voir dans cette illustration, là on va raser le bord supérieur de la côte inférieure, ça veut dire la troisième
troisième côte. On peut utiliser aussi la ligne médio-axillaire, surtout on utilise le quatrième espace intercostal, mais cette voie est utilisée surtout pour le drainage thoracique. Donc le drainage thoracique, il est indiqué lorsqu'on a l'échec de l'exsufflation, l'apparition ou l'aggravation des signes de gravité, un pneumothorax spontané secondaire ou bien un pneumothorax bilatéral. Là, il faut commencer par le côté le moins décollé. Et pour la technique de drainage thoracique, là, faut respecter l'asepsie, il faut faire une asepsie type chirurgicale, une désinfection large de la peau. On va faire une anesthésie locale. On va faire une incision de 5 à 10 cm au niveau de la région axillaire, médio-axillaire. On utilise surtout le quatrième espace intercostal. On va introduire le drain par un trocar en rasant le bord supérieur de la côte inférieure de l'espace intercostal choisi. Donc là, on a choisi le quatrième espace intercostal, c'est-à-dire on va raser le bord supérieur de la cinquième côte. On va raccorder le drain à la peau et on va relier le drain à un système d'aspiration et faut contrôler faut faire un contrôle clinique et radiologique quotidien pour apprécier l'évolution de ce pneumothorax et maintenir en place le drain jusqu'à la retour de poumon à la paroi. Concernant les indications de traitement chirurgical, la pleurodèse, il est indiqué lorsqu'on a un échec de drainage, la première récidive lorsqu'on a un pneumothorax bilatéral, secondaire, ou bien la présence des contraintes professionnelles, notamment par exemple un pneumothorax chez un pilote. Là, on va pas attendre la première récidive pour traiter, on va traiter chirurgicalement d'emblée pour éviter la récidive, pour éviter aussi les conséquences catastrophiques. Faut pas oublier de traiter l'étiologie lorsqu'on a un pneumothorax secondaire à une pathologie pulmonaire et lorsque le patient est hospitalisé, faut faire une surveillance clinique, l'état hémodynamique, la disparition de la douleur et la disparition d'un syndrome d'épanchement aérien et aussi une surveillance radiologique lorsque le patient est drainé, donc des radios tous les jours. Donc, comme conclusion, le pneumothorax, c'est une urgence thérapeutique. Les étiologies, comme on a vu, sont multiples. Le diagnostic positif, il repose sur la clinique et la radiographie standard. La conduite à tenir, elle dépend de l'importance du pneumothorax, sa tolérance et aussi l'existence d'une pneumopathie. Et donc, on a terminé. Donc, je vous remercie.